Alors bonjour, merci de prendre le temps d'écouter ce résumé des résultats du projet de recherche ayant documenté la démarche de l'espace citoyen. Mon nom est Valérie Savard. Et moi, Hélène Gagnon. On est toutes les deux agentes de développement à la CDC Domaine du Roi et c'est nous qui allons faire la présentation d'aujourd'hui. Dans un premier temps, cette présentation s'adresse d'abord à la table de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale Domaine du Roi, principal partenaire de la Corporation de développement communautaire dans ce projet. Cette présentation est réalisée également au profit de l'ensemble des partenaires, incluant le comité local en sécurité alimentaire, qui sont conviés à la réflexion stratégique de la table qui aura lieu le 24 janvier et le 20 février prochain. Nous vous présenterons un descriptif sommaire des résultats du projet de recherche Espace citoyen. La présentation met l'accent sur les facteurs qui contraignent et ceux qui facilitent le développement du pouvoir d'agir dans un contexte d'inclusion de personnes citoyennes au sein d'une instance de concertation qui est dédiée à la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Des présentations plus complètes du projet seront effectuées cet hiver. Les partenaires seront informés de la tenue de ces présentations. Surveillez vos boîtes courriel pour plus d'infos. Alors, au niveau de la mise en contexte, le projet Espace citoyen a été porté par la CDC Domaine du Roi, qu'elle a mené en étroite collaboration avec ses partenaires, dont le principal est la table de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale Domaine du Roi. Le projet Espace citoyen a été financé dans le cadre du FKIS, donc le Fonds québécois d'initiative sociale, par l'entremise de l'Alliance pour la solidarité 02. Le but ultime de l'ensemble du projet Espace citoyen est d'inclure significativement et durablement des personnes citoyennes au sein de la table de lutte. Pour y arriver, une démarche d'accompagnement en 2 volets a été mise en place. Premièrement, former et accompagner un comité citoyen et deuxièmement, accompagner la table de lutte vers l'inclusion. L'ensemble de la démarche d'accompagnement a été documenté par une équipe de recherche. Nous y reviendrons dans la présentation. Le comité Espace citoyen a réuni une dizaine de personnes et est actif depuis juin 2021. Le but poursuivi par le comité, ou le prétexte de sa mise en place, c'est de mieux comprendre le vécu des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale en donnant la parole à celles et ceux qui ont été touchés par ces réalités ou qui le sont toujours. Toujours vers le but ultime, qui est celui d'inclure de manière significative et durable des personnes citoyennes au sein de la table. Avant de poursuivre, nous voulons vous présenter 3 concepts qui vont vous aider à bien comprendre la présentation. Donc, premièrement, les pratiques avec. Elles font référence à la volonté de favoriser la participation des personnes en situation de pauvreté aux luttes qui les concernent. Il s'agit de penser, de décider et d'agir avec les personnes en situation de pauvreté en créant des conditions favorisant des rapports plus égalitaires à chaque étape. Le terme « décideur » utilisé par les personnes citoyennes dans le cadre du projet Espace citoyen est utilisé pour décrire l'ensemble des fonctionnaires, directions, personnes élues, membres des tables de concertation, intervenants et intervenantes qui œuvrent au sein d'organisations publiques ou d'organismes communautaires et qui prennent des décisions les concernant. Le développement du pouvoir d'agir est un processus par lequel des personnes accèdent ensemble ou séparément à une plus grande possibilité d'agir sur ce qui est important pour elles-mêmes, leurs proches ou le collectif auquel elles s'identifient. Les constats que nous vous présentons ici sont issus du rapport de recherche mené avec l'UQAC. Nous en profitons pour mentionner que l'équipe de recherche a été pilotée par Sabrina Tremblay, professeure en travail social et en développement territorial à l'UQAC. La collecte de données s'est effectuée lors des rencontres du comité Espace citoyen par un étudiant-chercheur, Christophe Lévesque. La CDC a fait partie intégrante de l'équipe de recherche. Ce projet de recherche visait à documenter les travaux du projet Espace citoyen. Il a utilisé le cadre théorique du développement du pouvoir d'agir de William Ninax, qui est paru en 2008. Comme mentionné plus tôt, une présentation détaillée de l'analyse de toutes les dimensions du développement du pouvoir d'agir sera présentée plus tard cet hiver. Les constats que nous vous présentons aujourd'hui sont issus de l'analyse de ces résultats et sont colligés dans un outil de type one-pager dont des copies sont rendues disponibles pour les partenaires. Dans les prochaines diapositives, nous allons vous présenter 4 constats, chacun se découpant en 2 volets, soit les facteurs contraignants et les facteurs favorisant le développement du pouvoir d'agir.
Concernant le développement du pouvoir d'agir, il est considéré comme un facteur contraignant de sous-estimer les motivations qui animent les personnes citoyennes, particulièrement leur volonté de s'engager pour contribuer à un changement positif dans leur communauté. Effectivement, c'est important de reconnaître et de valoriser les motivations des personnes citoyennes, particulièrement leur volonté à s'engager pour contribuer au changement social. Les gens, quand ils viennent s'asseoir avec nous pour contribuer, sont animés d'une grande motivation. Donc, il ne faut pas sous-estimer ça, il faut la reconnaître, il faut la valoriser. Le deuxième facteur contraignant en matière de développement du pouvoir d'agir est de faire abstraction de la distance ressentie par les personnes citoyennes envers les décideurs perçus comme déconnectés de leur réalité et se positionnant au-dessus d'elles. Donc, le piège est vraiment d'en faire abstraction parce que d'emblée, il y a une distance qui va être ressentie entre les personnes citoyennes et les décideurs. Donc, pour favoriser le développement du pouvoir d'agir, ce qu'on dit, c'est préserver la dignité des personnes, reconnaître la spécificité, le caractère sensible de l'expertise citoyenne qui est liée au vécu de la pauvreté et de l'exclusion sociale, et aussi favoriser la reconnaissance mutuelle des statuts et des rôles des parties prenantes, incluant ceux des personnes citoyennes. À partir du moment où on invite des personnes citoyennes à une table pour qu'ils viennent d'une certaine façon, nous livrer leurs expériences et leur vécu, ben ça va amener une part de sensibilité. Donc, déjà qu'ils voient les décideurs comme au-dessus d'eux, ben ils peuvent avoir tendance à se rabaisser encore plus. Donc, ce qu'on dit, c'est que si l'ensemble des parties prenantes sont au clair sur chacun leur rapport, leur statut, leur rôle, ben ça nous permet de définir aussi le statut et le rôle des personnes citoyennes, puis ainsi diminuer cette distance-là ressentie par les personnes citoyennes face aux décideurs. Le troisième facteur qui contraint le développement du pouvoir d'agir est de négliger la crainte des personnes citoyennes d'être dévalorisées et de ne pas comprendre. Encore une fois, d'emblée, les personnes citoyennes vont se dire « Oh là, je vais aller à ce comité-là, puis je comprendrai rien de ce qui va se passer. » Donc, on a à les accompagner, adopter des pratiques bienveillantes et respectueuses qui sont ancrées dans l'écoute, dans l'ouverture, dans le respect des différents rythmes. Donc, normaliser, entre autres, le fait que c'est normal de ne pas comprendre au début. Donc, voilà. Et utiliser un vocabulaire adapté et des outils de communication simples et visuels. D'ailleurs, dans les références qu'on va vous donner plus tard, on va vous pointer là, des guides d'animation qui vont vous permettre là, d'utiliser des outils de communication simples pour s'assurer de la compréhension de toutes et de tous. Le dernier facteur qui vient contraindre le développement du pouvoir d'agir est de perdre le sens de la contribution des personnes citoyennes en ne favorisant pas que leur engagement se matérialise en un résultat concret ou un impact tangible. En fait, effectivement, quand on parle de travailler sur un comité pour mieux comprendre la pauvreté, on n'est pas en train de monter, par exemple, un panier de Noël. Donc, on n'est pas nécessairement en train de faire une action concrète. Donc, c'est important de permettre à l'ensemble des parties prenantes et particulièrement aux personnes citoyennes de repérer, de poser des jalons et de repérer les résultats concrets qui sont attendus face à leur implication, parce que sinon, ils vont perdre le sens de leur contribution dans le cadre de nos actions. Donc, pour ce faire, adopter des plans collectifs qui sont pensés, qui sont décidés, qui sont mis en action avec les personnes citoyennes, va venir contribuer au fait justement de garder le sens de cette motivation-là. Comme on le dit plus tôt, les motivations sont très grandes, ça amène une grande sensibilité, donc c'est quelque chose de précieux dont il faut prendre soin. Donc, si on résume nos 4 constats, le premier, reconnaître et valoriser les motivations profondes des personnes citoyennes quand ils viennent s'impliquer dans nos comités. Préserver la dignité pour diminuer la distance ressentie avec les décideurs. Accompagner l'ensemble des parties prenantes, particulièrement les personnes citoyennes, dans la compréhension de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et s'assurer de donner du sens à leur contribution.
Donc maintenant qu'on vous a partagé ces constats, on comprend que c'est pas évident nécessairement de faire le lien avec vos instances de concertation. Donc on vous soumet, on ne vous soumet pas de réponses, on vous soumet des questions. Donc en lien avec ces facteurs, voici quelques questions qui peuvent soutenir la réflexion au sein de votre instance afin de favoriser le développement du pouvoir d'agir des personnes citoyennes dans vos comités. Dans notre comité, est-ce que l'on s'assure que les personnes citoyennes se sentent reconnues comme des actrices de changement? De quelle manière pourrions-nous mieux valoriser leur volonté de contribuer à un changement positif dans leur communauté? Comment reconnaissons-nous l'expertise spécifique liée au vécu de la pauvreté et de l'exclusion sociale? Est-ce que les statuts et les rôles de chaque partie prenante de votre instance sont énoncés clairement et mutuellement reconnus? Quelles sont nos pratiques afin de faire en sorte que les personnes citoyennes se sentent au même niveau que l'ensemble des membres de notre table? Est-ce que le contenu de nos rencontres est facilement compréhensible par toutes et tous? Offrons-nous les conditions permettant à l'ensemble des membres de bien comprendre et de s'approprier les sujets? Nos ordres du jour permettent-ils des moments d'échange informels? Comment pourrions-nous mieux organiser notre travail collectif pour favoriser la contribution de chacun? Est-ce que nous pensons, décidons et agissons avec les personnes citoyennes? Notre plan de travail est-il construit de manière à générer un changement social dans notre communauté? Est-ce que l'on s'assure que tous les membres puissent bien faire les liens entre les travaux et les changements souhaités? Valérie, tu as accompagné les personnes citoyennes dans la démarche Espace citoyen par ton travail d'animation. Tu compares l'animation à marcher sur une fine crête. Est-ce que tu peux nous expliquer cette comparaison? En fait, oui. L'expression, c'est-à-dire que là, on demande aux personnes citoyennes de venir nous partager, par exemple, leur vécu en lien avec la pauvreté et l'exclusion sociale. Et puis, donc, dans l'animation, il faut comme favoriser l'expression de ce vécu, c'est-à-dire mettre en place un espace sécuritaire, être dans l'accueil, dans la bienveillance et tout ça. Mais en même temps, il faut pas dépasser la limite il faut pas que ça devienne un groupe d'entraide où là, chacun partage ses émotions et puis que finalement, on n'en vienne pas à repérer l'élément qui est collectif du vécu qui nous est partagé. Donc, c'est ça le travail d'animation que je compare à une marche un peu comme un funambule, c'est-à-dire accueillir ce vécu-là, le susciter, l'expression de ce vécu-là, mais en même temps le limiter d'une certaine façon en le cadrant vers repérer ce qui est collectif dans l'enjeu, dans le vécu qui nous est partagé. J'ai encore une question, Valérie. Oui. Quand on collabore avec des personnes citoyennes, quels sont les éléments importants à ne pas oublier? Un peu qu'est-ce qu'on a présenté plus tôt, c'est-à-dire se rappeler que on leur demande un peu de venir partager du vécu qui est sensible, donc préserver la dignité dans ce sens-là, reconnaître cette expertise-là spécifique qu'on veut avoir pour mieux comprendre la pauvreté et l'exclusion sociale, pour éventuellement avoir un meilleur impact sur la réponse à ces réalités-là. Est-ce qu'il y a des défis au niveau de l'animation qu'on peut rencontrer? Oui, il y a des grands défis. Il peut y avoir des personnes, un peu comme dans tout type d'animation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent plus de place, il y a des gens qui prennent moins de place, il y a des gens qui vont parler longtemps, moins longtemps et tout ça. Fait que ça, c'est au niveau de cadrer les prises de parole, ça reste un défi important. Ensuite, justement, comme je le disais tantôt, repérer un peu ce qui est collectif dans le vécu qui est partagé. Ça serait ça les principaux défis que je verrais là au niveau de l'animation. Donc, pour conclure, au niveau des défis, ce que j'ajouterais, c'est que dans les guides, entre autres au niveau des pratiques avec, on parle de la pensée ronde versus la pensée carrée. Donc, quand on parle de la pensée carrée, on parle des statistiques, on parle de le formel, les ordres du jour et tout ça, des rencontres, comme je disais, formelles, tandis que avec la pensée ronde, on va laisser plus de place aux émotions, à l'expression artistique
artistique, à la poésie, etc. Et puis ça, ben c'est matière. Il faut laisser place à ça là dans nos animations et aussi laisser de la place à l'informel. Donc ça, c'est important de considérer ce qui se dit dans les pauses, par exemple, comme faisant partie intégrante du contenu des rencontres. C'est aussi important. On vous présente maintenant des guides, des outils pratiques et de la documentation pertinente là, pour que vous puissiez vous documenter sur les pratiques et la pauvreté de façon générale. Donc, le premier guide qu'on présente, c'est le guide pratique sur la gouvernance partagée. Alors, c'est un outil qui a été réalisé par le groupe de recherche-action participative avec nos communautés avec. Et ce document sera inspiré les actrices et les acteurs de la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale pour aller au-delà d'être assis l'un à côté de l'autre au sein de nos instances de concertation. Deuxièmement, on vous présente le comité Engage, donc actif depuis 2018. Ce comité contribue à la mission du Bureau de la responsabilité sociale à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Ce comité a comme objectif de mettre de l'avant en recherche des partenariats avec une diversité de partenaires de la communauté afin d'améliorer l'équité du système de santé. Ensuite, le fameux guide l'AVEC pour faire ensemble, donc édité en 2014, est toujours aussi pertinent. Ce guide, qui est créé par le collectif VAT-AVEC, et mis de l'avant par le collectif pour un Québec sans pauvreté, fournit des pratiques, des réflexions et des outils concrets pour soutenir l'inclusion. Ensuite, un outil plus vieux un petit peu, mais toujours aussi pertinent, Municipalité rurale et pauvreté, le défi d'en parler. Donc, c'est une trousse d'outils qui a été conçue à l'intention des personnes élues des municipalités rurales, qui a été réalisée dans le cadre d'une recherche qui visait à comprendre comment des municipalités rurales, membres du Réseau québécois de villes et villages en santé, donc comment ces municipalités abordaient les questions de la pauvreté et de l'exclusion. Ensuite, on vous pointe le rapport de recherche participative, les dimensions cachées de la pauvreté. Donc, publié en 2019, ce document présente les résultats d'une recherche participative internationale qui a été menée dans 6 pays par ATD Carmonde et l'Université d'Oxford et qui met en lumière les dimensions cachées de la pauvreté. Très intéressant. Finalement, les fiches avec, qui sont réalisées par le collectif pour un Québec sans pauvreté. Ces fiches visent à favoriser la participation des personnes en situation de pauvreté dans un contexte de table de concertation intersectorielle. Quels sont vos souhaits à vous? Vous êtes 3 personnes citoyennes qui avaient participé au projet. Vous avez le mot de la fin là, de la présentation qu'on fait. Qu'est-ce que vous avez envie qu'ils retiennent de ce qu'on était en train d'essayer de faire? Qu'on a besoin de leur aide pour embarquer d'autres personnes là-dedans, dans l'espace citoyen. Mes espoirs, là, au niveau de l'espace citoyen, c'est que les organismes comprennent autrement les accueils et voient la différence sans jugement. Même, je dirais que les citoyens, en général, jugent moins les organismes aussi, peut-être. Que l'impact se sent dans les organismes, mais aussi dans la population. Tu sais, il y a tellement de choses dans l'avenir, puis je pense que un comité comme Espace citoyen, justement, ben, on va pouvoir aider par nos discussions, par chacun dit qu'est-ce qu'il pense de cette situation-là, puis on va pouvoir aider. Moi, je crois que Espace citoyen peut changer des choses. À ce niveau-là? Oui. Créer de l'ouverture? Oui. Votre espoir pour Espace citoyen, c'est? Ben, c'est d'oublier les différences. On va faire quelque chose de court, hein? Oublier les différences. Tu sais, Valérie, quand on a commencé, qu'on a raconté nos histoires, qu'est-ce qu'on vivait,
Tout à l'heure, on a parlé de quelqu'un qui maintenant travaille ailleurs, d'accord? Puis qu'elle a raconté son histoire, puis ça nous a fait réfléchir. Moi, j'aimerais ça aussi avoir quelqu'un qui serait capable de venir nous dire c'est quoi qui vit. C'est quoi qui en C'est quoi dedans? que cette personne-là vit. Fait que pour un comité comme le nôtre, où on intègre cette personne-là, puis que là, on sait. Puis à quelque part dans notre tête, quand on prépare quelque chose, ça revient, puis on installe des choses en conséquence. Ben là, si on avait le témoignage de ces personnes-là dans notre comité, tabarnouche. Ça pourrait peut-être changer plein On des serait choses. riche. Oui, puis oui, comme tu dis, on serait riche.